Bonjour tout le monde, merci de la présentation. Je vais comme partir d'un peu de où est-ce que je viens, de comment j'en suis venu à faire ce que je fais, puis je vais focuser sur quelques projets qui ont été faits dans les dernières années un peu, monter un peu le processus. Alors, Mindroots, c'était comme un nom que j'ai trouvé à un moment donné, après, dans le temps à peu près après l'université, j'ai commencé à faire je vais commencer un peu avant. En fait, Mindroots Open-Ended Narrative, c'est un peu tout ce que je fais comme carrière. Donc, vraiment une sorte de narration ouverte. Ça a toujours été ça depuis le début. Alors, et moi, Johnny Ranger, ben, je suis plus comme un artiste interdisciplinaire, un réalisateur qui est devenu avec le temps un réalisateur nouveau média qui travaille avec les tournages beaucoup. Et donc, juste pour commencer au début, c'est vraiment comme... Moi, je suis né à Montréal, j'ai vécu ma jeunesse à Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y avait pas vraiment de culture là-bas, c'était vraiment comme la bande dessinée, c'était ça pour moi. Fait que pour moi, j'étais sûr qu'un jour, je ferais de la bande dessinée. Et c'était toujours cet amour-là pour l'image, donc de conter une histoire avec des images. Et c'est ce que je connaissais à ce moment-là. Fait que quand c'est venu le temps d'aller au cégep, c'était comme, je veux dessiner, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais en graphisme? Ça a l'air à faire du dessin là-dedans, ou je m'en vais en art plastique, qui semblait être plus un univers d'art plastique et tout. Et je n'étais pas très à l'aise avec l'idée de créer des sculptures, des trucs comme ça. Je voulais vraiment dessiner. Alors, j'étais en graphisme. Puis, c'était graphisme avant les ordis. Fait que c'était vraiment autre chose. C'était comme, on pouvait passer 2 heures à faire une ligne droite à l'encre, puis faire une autre ligne droite, puis de mettre de la gouache blanche pour pas que ça dépasse. C'était ça, là, tu sais. Puis, c'était les imprimés, c'était des couches d'acétate qu'il fallait diviser les couleurs qu'on prenait. C'était vraiment technique, tu sais. Puis, c'était vraiment axé plus sur, justement, faire un travail pour un client, vendre n'importe quoi. Là, fait que je voyais que c'était pas tout à fait non plus ce que je recherchais, mais j'ai rencontré quand même des artistes, là, Massimo Guerrera, Stéphane Ballard, Éric Dufour, puis comme tranquillement, je me suis ouvert à l'art du monde de la culture. Alors, moi, j'ai commencé, je pense, de 20 à 30 ans, quand je suis rentré à l'université, j'ai essayé des affaires avec l'art visuel, puis j'ai tombé en amour avec la vidéo. Et là, c'était l'art vidéo. Et le genre de vidéo que moi je faisais, c'était comme très proche de la musique. J'engageais des musiciens pour qu'ils créent la trame sonore. Et pourtant, ça ne loquait pas très bien avec la vidéo d'art. Alors, donc ça, c'est un peu... De 20 à 30 ans, c'était de la recherche, faire du dessin, des calligraphies, faire de la photo, faire de la vidéo. Et tranquillement, après que j'ai fini l'université, j'ai comme eu une bourse de création interdisciplinaire. Le mot interdisciplinaire arrivait, puis là, je pouvais comme commencer à travailler la vidéo, je commençais à travailler la mise en scène, mais vraiment en tant que directeur, vraiment amateur, le début. Mais j'ai fait un théâtre La Chapelle, puis on a créé un spectacle qui s'appelait Théorie poétique sur les interconnexions. C'était vraiment l'arrivée de l'Internet. C'était vraiment une autre façon de penser. Puis ce que j'avais de la misère à embarquer avec le monde, du monde où se faisait des livres, de l'édition, des illustrations, ou l'art visuel pur, je n'arrivais pas à bien connecter. Mais quand l'Internet est arrivé, quand j'allais pour une job, puis que les gens commençaient à comprendre c'était quoi le web, tu voyais que les boss de compagnie, ils ne savaient plus trop ce qui se passait. Puis là, c'était comme le temps parfait. Puis moi, j'avais fait des animations à l'université, je faisais de la vidéo, j'avais des idées de ce genre de pensée-là qui était plus non linéaire, que tu suis un intérêt, tu s'en vas vers ça. Et ça a comme quelque chose qui a commencé là. Et quand j'ai parti théorie poétique sur les interconnexions, c'était à La Chapelle. On était un groupe de 15 personnes pour faire la création. Je m'étais nommé directeur sans être un très bon directeur, mais il y avait des danseurs, il y avait des costumes, Et c'était vraiment l'idée de faire un show théâtre d'ombre avec projection vidéo par-dessus, mélangés ensemble. Et je m'étais acheté un projecteur. Dans ce temps-là, c'était comme 5 000 $ pour un 600 lumens. Puis c'était vraiment comme vraiment un travail avec ça pour faire des shows, tu sais. Et je faisais des posters. Comme vous voyez, ça, c'est le poster que j'avais à gauche, là. Et c'était comme ma façon de mettre des idées qui m'intéressaient dans le temps, des choses qui m'intéressaient. Puis je faisais un gros poster pour un show le poster était plus professionnel que le show, mais ça lançait des idées dans le monde, des virus de certaines nouvelles pensées que je voulais comme mettre dans le monde. Pour moi, c'était important d'avoir un bon poster, tu sais. Et l'idée de costume, l'idée que les gens, avec le costume, c'était
d'avoir des performeurs sur scène, mais qui sont dénaturés de l'ordinaire, tu sais, ça ouvre vers un autre monde. Alors, j'ai commencé à explorer ça, puis aussi l'idée de travail collectif, de co-créer ensemble. Et il y avait dans ça l'espèce de réaliser qu'on n'était pas un collectif, c'était pas sûr qu'on était pour rester ensemble. Et il y a comme une des personnes du collectif qui a décidé que le nom, c'était connectif. On était vraiment l'idée de connecter pour un projet. Puis ça a toujours été ça pour le reste de ma carrière, l'idée de connectif pour un projet. Fait qu'il y a eu un moment donné que, après ça, j'ai commencé à vouloir faire des travaux de création online parce que je travaillais pour une compagnie, j'avais rentré pour une compagnie. C'était un peu, à Montréal, il y avait eu ISEA, qui était comme la première grande exposition électronique. Puis il y avait un media lounge là-dedans, puis tout ça. Puis c'était comme, ça avait vraiment ouvert l'esprit que, oui, on peut créer avec l'ordinateur, on peut créer avec des installations et tout ça. Et c'était Monique Savoie de la SAT qui avait travaillé là-dessus avec un gars qui s'appelait Denis Martineau. Denis Martineau, il avait créé après une compagnie qui s'appelait Média Renaissance. Moi, je rentrais là. Il y avait aussi Yann Breleux qui était là, qui travaille avec Alain Thibault d'Electra, qui font des performances. Fait que les deux ensemble, on a vraiment connecté. Puis on travaillait ensemble, puis c'était vraiment une compagnie de démos, c'était des recherches de belles et tout. Fait qu'il y avait beaucoup de temps pour faire nos affaires. Fait que nous, le boss nous payait un salaire normal, on avait comme 15-20 heures de travail par semaine, puis le reste, on montait notre site web, on poussait le langage comme ça. Puis des fois, il y avait des expositions Internet, puis moi, je poussais le langage. C'est ça, je travaille avec Billy Sullivan, de programmeur, puis c'était vraiment, tu rentres dans un univers web, puis là, tu te promènes, puis il y a des anecdotes audio et tout ça. Puis c'est moi qui faisais le visuel, puis lui, il faisait la programmation, puis on faisait le son ensemble. Et on a fait plusieurs projets, donc pour la Biennale de Montréal, pour le New Museum à New York, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est le web, c'était pas pareil pour moi. J'aimais quand même le côté scénique. J'avais quand même fait au cégep de l'improvisation, d'être on stage. J'aimais cette idée-là de le moment qu'on est tous ensemble, puis on sait pas ce qui va arriver, puis j'ai même fucké des fois en stage jusqu'à un moment donné, je sais plus quoi dire, puis en même temps d'être là, puis t'as plus rien à dire, puis tout le monde te regarde, c'est comme un feeling, là, comme t'es là, dans le présent, puis tout le monde sont comme « pauvre gars », tu sais. Fait que, après tout ça, un moment donné, l'an 2000, moi, c'était l'apparition du VJing à Montréal, puis c'était comme une grosse affaire, parce que c'était comme, moi qui faisais la vidéo d'art avant, je faisais des petites vidéos de 10-15 minutes, puis c'était des festivals de vidéo d'art qui existaient, puis là, tout le monde allait, c'est juste du monde qui faisait la vidéo d'art qui allait voir le festival, puis c'était pénible. En général, là, c'était comme long, puis tu sais, c'était pas groovy, c'était vraiment comme lent, puis tout ça, puis répétitif. Puis c'était pas ce que, j'aimais pas tellement ça. Mais quand le VJ est arrivé, finalement, c'était comme, au lieu d'avoir 10 minutes, tu avais comme 2 heures, 4-5 écrans, la musique était super bonne, puis tu avais une crowd de plein de monde, tu avais comme du monde, c'était plus juste du monde de la vidéo d'art, c'était du monde de n'importe quoi qui était là. Fait que puis il y avait une excitation parce que ça n'avait jamais été fait vraiment. C'est comme Montréal, on était quand même dans le début, puis il y avait comme un raffinement quand même dans le visuel qui était là. Puis on a commencé beaucoup, il y avait c'est sûr, les after hours, mais il y avait la SAT, qu'on sentait qu'il y avait comme des gens qui avaient une culture qui allaient voir ça, puis c'est pas tout le monde qui regardait, mais tu savais toujours que tu pouvais faire du visuel, puis il y avait comme une personne dans la salle qui regardait, puis qui lisait, puis moi, je mélangeais des textes, je mélangeais des extraits de vidéos d'art, je mélangeais des animations flash que je faisais pour mes trucs Internet, fait que tout le mélange, puis tout le côté improvisé, on the moment, tu fais tes affaires, puis il y a des choses qui se passent que tu n'as pas prévues, puis ça se mélange, puis ça fait des nouveaux sens. Fait que toute cette improvisation-là, j'ai bien aimé ça. Puis il y avait même Yann qui m'avait amené pour faire un premier show, c'était Kid Loco, la grosse vedette de l'époque, c'était comme le monsieur chill out, tu sais. Puis il venait, puis je le savais qu'il était connu pour faire un gros fumée de joint, tu sais. Fait que j'ai fait un visuel qui était comme vraiment en ombre chinoise, tu voyais quelqu'un qui des bras, puis tranquillement qui commence à rouler un papier, puis c'est comme qui s'allume un joint, puis c'était comme un énorme écran rond avec des spots tout autour, c'est comme Pink Floyd, là. Puis là, c'est comme le monde, puis il y avait des graphiques de Yann, on mélangeait ça ensemble, c'était comme « What the fuck, c'est quoi ça? » C'était vraiment comme un événement vraiment spécial. Fait que, donc, c'était tout le côté de la SAT, c'est tout là qu'il y avait, tu sais, Moment Factory, Saction, Jason Rhodey dans le temps, Baya, Tien Vudang, on était tous là, puis on créait des affaires, c'était vraiment comme un moment qui poussait le langage. Et à un moment donné, j'ai pris un break. Ça faisait longtemps que je travaillais comme un fou, puis là, j'ai décidé que j'avais reçu une bourse de création pour faire une recherche, puis je voulais comme faire de quoi de différent, je voulais sortir de mon quotidien, puis j'ai décidé de partir en voyage. Puis c'était vraiment...
J'avais été, un peu avant, j'avais été à Burning Man, puis ça m'avait vraiment ouvert. C'était en l'an 2000, Burning Man, 2001, j'avais été, puis c'était comme la Californie, le West Coast, la création alternative. C'était vraiment comme une autre affaire qui m'allumait, puis vraiment une interdisciplinarité, mais en dehors du système de création classique. T'sais. Puis après ça, j'ai été au Brésil, j'ai commencé à faire de l'ayahuasca là-bas, puis là, après ça, l'Asie. Là, c'est comme, c'était vraiment. Puis j'ai toujours été intéressé par le psychédélisme, mais là, c'était vraiment comme ça avait vraiment ouvert beaucoup de portes. Puis là, je me donne 1 an pour voyager, 6 mois en Inde, 2 mois en Thaïlande, 1 mois à Bali, puis d'avoir le temps d'écrire mes notes, de filmer tout ce que je voyais. Puis ça comme, quand je suis revenu de là, j'ai comme créé un concept qui s'appelait les constellations dynamiques. Puis c'était vraiment l'idée de point de rencontre avec plein de monde. Avec l'autre, surtout, l'autre culture. Pas juste la culture qu'on a tout le temps, Paris, Londres. Là, c'était l'Inde, le Brésil. C'était comme d'autres façons de voir. C'était des cultures qui sont beaucoup plus proches du corps, tu sais, plus sensuelles en quelque part aussi. Tu sais. Puis, donc, c'était l'idée de créer un show. Et ça, c'est mon poster qu'on voit ici. C'est le poster que j'avais fait pour l'époque. J'avais approché mon moment. C'est ça, j'avais été faire. Je vais très vite, hein, j'essaie de passer bien l'information. Je ne sais pas si ça vous fatigue, mais... J'avais été, en revenant du voyage, j'avais 1 an, j'avais pas de job, j'avais rien, puis j'avais été, bon, c'est le meilleur temps pour aller faire une vipassana, comme une méditation de 10 jours. Puis j'avais jamais été capable de le faire, ça fait 10 ans que je voulais faire ça. Puis là, je m'en vais là, puis ça allait bien pour 8 jours. Puis le 8e jour, je fais comme, fuck, tu sais, j'ai pas de boulot, j'ai rien, j'ai pas d'argent, tu sais. Là, je me tape une angoisse là, majeure, puis là, je suis comme pas bien à juste méditer, puis t'as pas de cellulaire, il n'y a rien à faire. Puis là, je reste là, puis j'angoisse. Puis ça dure 2 heures. Puis après, ça passe. T'sais. Fait que là, je me rends compte, ben écoute, quand tu as une angoisse comme ça, tu n'as pas besoin d'aller faire ton CV puis faire quelque chose tout de suite parce que faire de quoi, tu sais, man? Fait que j'ai rien fait, puis ça a juste passé, puis je me sentais très bien après. Je disais, c'était intéressant, ça. Fait que... Après ça, ce que j'ai fait, fait que j'ai passé 10 jours, puis quand je suis revenu, j'ai sorti de là, j'ai écouté le live, j'avais un message de Jason Rhodey, qui était un des fondateurs de Moment, qui est maintenant à Nomad Industries, tu sais. Puis il me dit, Johnny, j'ai une job pour toi, tu devrais travailler. Fait que c'est là que j'ai rentré à Moment. Puis je rentrais pour remplacer Jean-Marc Abella, qui s'occupait des fils de Moment, qui est vraiment pas mon genre de job. Je suis pas un gars super technique, c'est vraiment comme, OK, je vais rentrer, je vais faire ça. Mais tu sais, je me sentais bien chez Moment, c'était comme, hey, c'est chez nous ici, je me sens bien, c'était l'autre place qui était là avant, tu sais. Puis, on était 15 dans ce temps-là. Puis, ça a comme, moment, c'est ça, tu rentres pour faire une affaire, t'es pas bon là, ils vont te trouver un autre spot, tu sais, c'est comme, où est-ce que t'es bon, tu sais, puis tranquillement, je commençais à faire du visuel, puis ça a commencé à embarquer. Puis, je leur ai vendu mon show, je leur ai dit, moi, j'ai reçu une bourse de ça, je veux faire le show visuel, voulez-vous embarquer avec moi? Ça pourrait être Moment Factory présente Mind Roots, le show, tu sais. Puis, on dit, OK, on le fait. Puis, ils ont jacké, on a fait des gros écrans. On avait des metteurs en scène qui nous aidaient, Brigitte Poupard, qui était beaucoup plus avancée que ce que moi j'avais comme connaissance. Il y avait des chorégraphes, des musiciens live, c'était très présent. Des fois, il y avait beaucoup de vidéos, c'était super surchargé, puis des fois, c'était comme un très minimaliste silence, juste la chorégraphie avec un peu de son, bien punché. Puis c'était vraiment comme un visuel bien éclaté, puis qui parlait de cette espèce de rencontre de culture. Tu sais, c'est comme, j'allais pas en Inde pour filmer l'Inde comme le documentaire de l'Inde, voir l'Inde est comme ci, comme ça. Non, j'allais voir l'Inde, celui de l'Inde qui veut me rencontrer, le point de rencontre des deux curiosités. C'était vraiment ça, cette idée. Puis en même temps, le chemin n'était pas clair, j'allais pas là avec un plan défini, c'était qu'est-ce qui se dessine intuitivement, où je m'en vais vers, puis là, je notais les sens. Puis c'est un peu comme ça aussi que je travaillais, je filmais un paquet d'affaires, puis qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui ressort de ça. Puis là, avec ça, je construisais des shows. Et c'est sûr qu'il y avait une certaine structure sur ces shows-là, mais en même temps, il y avait quand même, pour la créer, beaucoup d'improvisation. Puis dans ce temps-là, c'était La 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 Human Step à Montréal, il y avait Carbone 14, qui était comme une compagnie de théâtre-danse, il y avait Robert Lepage, c'était très fort visuel de Montréal, puis de Québec. Puis c'est un langage de l'image qui est une force qu'on a, je trouve, puis que pour moi, ça me convenait. Mais par contre, souvent, dans les critiques, c'était vu comme c'est très séducteur, mais c'est vide, parce qu'il n'y a pas de texte profond. En même temps, il y a tellement de langage dans l'image, il y a tellement de subtilité, il y a tellement de poésie. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le voir. Il y a des gens qui savent plus, il faut que ça soit nourri par la pensée, par les mots. Alors que moi, si je vais voir un théâtre puis il y a du texte tout au bord, tout au long, c'est dur, j'ai pas de place pour respirer. Pour moi, c'est comme ça. C'est le contraire. Alors, après ça, j'ai commencé à faire... le SAT développait le cyclorama, donc le côté 360.
Et avec Manuel Chante, qui est un musicien, on a développé un film qui était 16 minutes, mais c'était quand même un autre apprentissage de faire une image qui était complètement plus longue que d'habitude. C'était une longue image mais on avait vraiment fait quelque chose d'intéressant pour ce moment-là. Puis c'était ce rapport-là avec la SAT qui était intéressant. Je travaillais à Montmut encore dans ce temps-là, mais il y avait ce rapport avec la SAT qu'on continuait. Et après, quand la SAT a commencé à travailler sur son dôme, ils m'ont donné le mandat de faire le premier film pour le dôme. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire ça. Ils ont réussi à me dégager un petit budget, c'était comme 30 000 $, c'était beaucoup pour la SAT, là. 30 000 $, c'était énorme, mais en même temps, c'est vraiment pas beaucoup pour faire un film. Mais je disais qu'il fallait que je fasse pas mal tout moi-même. Il faut que je filme moi-même, j'avais peut-être un gars qui m'aidait une fois de temps en temps. Puis mes shootings, c'était 5 jours. J'avais des storyboards, j'avais fait un scénario, c'était 5 jours. J'avais comme du monde qui rentrait toutes les 3 heures. Puis on improvisait, où il y avait des choses que j'avais dessinées en storyboard qui ont fallait faire des scènes précises. Le reste, j'avais l'école d'admis qui venait, c'était des improvisations. Et ça a fait comme un peu l'esthétique du poster de ce temps-là. Puis je travaillais aussi avec Marie Tourigny, qui fait beaucoup de travail avec l'image aussi. Et c'était elle que j'avais donné le mandat de faire des costumes. Elle n'avait pas d'expérience, mais je sentais qu'elle avait l'esthétique que je recherchais. Je dis, Marie, ça te tente-tu de faire une espèce de trip de costume avec elle? Puis elle a dit, je trouve que c'est un bon challenge. Fait qu'elle a embarqué là-dedans. Et pendant ce temps-là que je suis en train de créer cette abstraction-là cinématographique, qui était comme... Puis tu sais, la SAT voulait un long film, voulait quelque chose qui durait plus que 20 minutes, là, il voulait comme 1 heure. Puis, fait que nous autres, en montant des trucs, finalement, c'était un test. La première version de ça, c'était 1h30. C'était vraiment pénible pour le monde qui était là dans le dôme. Là. Fait que, en même temps, on ne savait pas, on essayait. T'sais. Puis, on a fait une version. Puis, tu sais, aussi, ils venaient juste de faire un show avant. L'ouverture du dôme s'était passée avec un autre troupe de danse. Fait que c'était eux qui avaient eu la couverture médiatique. Quand moi, je suis arrivé, ils ne voulaient pas trop les achaler, les journalistes. Fait que j'avais comme... Il y avait du monde le premier soir, mais après, ça avait comme... Tu sais, donné 6 mois de ma vie, ça avait comme tombé un peu à plat, tu sais. Mais 1 an après, ils l'ont rediffusé comme il faut. Puis moi, j'ai fait une version plus tête, 50 minutes, avec la musique arrangée, une coupe de scène arrangée. Puis là, ça avait bien marché, ça avait fait un bon truc. Mais pendant ce temps-là, je faisais aussi quelque chose de complètement différent. C'était un premier documentaire de Brigitte Poupard, puis elle m'avait demandé de l'aider pour les animations. Puis tranquillement, dans le montage de l'affaire, de créer un montage non linéaire, en sens surprenant, plus punchy, qui n'est pas traditionnel, j'ai embarqué là-dedans. Fait que pendant que je faisais quelque chose de complètement éclaté, non linéaire, mais vraiment libre, on avait la rigueur du documentaire, mais en poussant la limite un peu de ce documentaire-là, de le faire d'une façon provocatrice, parce que surtout que le sujet, c'était Dave Saint-Pierre, le chorégraphe, qui faisait une transplantation des 2 poumons. Et c'était un provocateur, Dave Saint-Pierre, fait qu'il ne fallait pas que ça soit un documentaire trop normal. Puis on a fait ça, puis on l'a poussé jusqu'au bout, puis c'était bien intéressant pour moi d'avoir ces 2 univers, 2 façons de penser, de monter un truc. Puis avec ce documentaire-là, on a été nommé au prix Écran canadien, puis on a gagné le documentaire québécois. Fait que c'était quand même une belle expérience. Tout ça pour dire que le film que je faisais, c'était un film de science-fiction psychédélique. Puis ce qui faisait que c'était intéressant, c'est que je pouvais filmer en green screen puis travailler des fonds de Photoshop. Ça avait l'air d'un film de science-fiction, mais ça ne coûtait pas cher. T'sais. Fait que c'est comme... ça, c'était inspiré de John Lilly, qui est un chercheur scientifique des Américains, qui faisait des expérimentations dans des caissons d'isolation, mais avec des substances psychotroniques. Puis il a décrit un livre là-dessus. C'était un peu ce qui nourrissait le travail de ça. Puis aussi, il y avait des images que j'avais mélangées. J'avais mes amis de Parafilm qui faisaient des recherches de plancton, puis j'avais demandé s'ils pouvaient me donner un peu des images de plancton pour créer dans le film une espèce de côté science-fiction organique. Puis il avait participé avec ça d'une façon comme ça. Là, ça montre un peu le genre de storyboard. Et ça montre un peu comme que ça avait de l'air. Alors, beaucoup de montage, beaucoup de travail. Et là ça, c'est l'affiche pour la version finale. Alors, je passe maintenant au côté Mindroad Studio. Fait que j'ai fait beaucoup de choses entre-temps. J'ai fait des travailler avec le Cirque du Soleil, je faisais des shows, ils me donnaient des mandats. Plus les côtés événements, ils me donnaient des mandats, mais quand même cool. J'allais à Andorre, proche de la Barcelone, j'allais à Hong Kong, j'allais quelque part en Canada. Puis c'était des shows qui me donnaient comme un certain montant, mais c'était pas gros. Je ne pouvais pas engager une grosse équipe, je ne pouvais pas avoir des gros tournages, il fallait que je fasse pas mal tout moi-même, mais je m'en tirais, faire un show d'1 heure quasiment tout seul. Et à force, avec le temps, les mêmes qui m'engageaient tout le temps, c'était comme Bastien, ceux qui ont fait le show de Volta dans le chapiteau. Il y avait eu un mandat après pour faire un plus gros show, c'était l'ouverture des Jeux panaméricains. Et là, c'était comme quelque chose de big. Puis là, j'avais comme 10 fois le budget que j'avais d'habitude. Fait que là, je pouvais comme, OK, penser à avoir une équipe,
pensé. Fait que là, j'ai demandé avec mon amie Isabella Salas pour qu'on crée une soumission pour faire une vraie production. Je pouvais enfin me payer peut-être la caméra Phantom. Alors, ça, c'était un peu le design des écrans. Il n'y avait pas d'argent pour créer des écrans comment on dit, faits sur mesure pour nous. C'était trop cher. Fait que, fallait qu'on prenne ce que Solotech avait. Fait que j'avais pensé que ça serait intéressant, 5 écrans verticaux comme ça, mis ensemble, ça serait intéressant, comme un panorama divisé. Et ça, c'est un peu un footage de que ça avait l'air le show. Je vais vous montrer après le make. Donc, ça vous montre un peu l'esprit de l'envergure puis du sérieux de l'affaire. Tu peux pas fucker, il faut que tu sois on top of it. C'est politique, c'est le Canada qui est représenté, c'est tous les pays de l'Amérique du Sud qui viennent, c'est vraiment une grosse affaire. Alors, là, on a bâti une équipe qui est restée une équipe qui est proche de moi. Il y a Pierre Guillaume qui est ici, il y a Yannick Doucet qui était là comme les animateurs. On avait Christophe Collette qui faisait la direction photo, puis il y avait aussi Jean-Sébastien René qui faisait l'illustration. Donc, tout un travail ici pour... donc, je montre un peu les images plus vite, là, comme genre que ça avait de l'air en général. Et ça, c'est un peu comme le processus de tournage qui se passait. Comme toujours, j'ai toujours aimé travailler avec les costumes. Là, c'est vraiment une bonne costumière qui travaillait. Puis l'avantage de travailler des fois avec le show, comme des gros shows comme ça, c'est que ça va avec plein de monde qui sont très bons dans leur domaine. Là, nous, on se concentre sur la vidéo. Et ça permet vraiment de créer des expériences. Musique ambiante, là, c'est pas la musique du show. Là. Ça, c'était intéressant. C'était un moment que j'étais sûr, c'était la fin du tournage de 5 jours. Puis j'étais sûr que c'était pour être le moment du shoot. Puis on avait un énorme bassin, puis on était pour mettre la fille dedans. On avait des peintures de bronze puis d'or, puis c'était pour être comme moment du show que j'avais hâte de tourner, finalement. En mettant il n'y avait pas assez d'or dans le magasin à Montréal, fait que là, il y avait comme mis du bronze avec ça, puis là, ça commençait à regarder comme... Les gars me regardent et ça a l'air d'être dans un marécage ou comme quelque chose de dégueulasse. Là, j'ai de l'air cool, mais j'étais traumatisé. Je me disais, ça coûte tellement cher les shows comme ça. Puis là, tu fais « Oh non! » Puis c'est comme le moment que j'attendais, mais finalement, on a réussi à s'en tirer, à faire de quoi avec ça. Mais c'était comme là, elle sort des égouts. Mais tu sais, on donne un film, puis ça marche. C'est avec les animations après. Donc, chacun des personnages était des dieux du sport. Puis les dieux du sport représentaient aussi une étape dans la vie humaine. Fait que c'était comme un concept un peu que tu avais tel dieu, puis ça représentait l'enfance, l'autre c'était la jeunesse, c'était le jeune adulte, puis ça représentait le rapport au monde. Quand tu es jeune adulte, tu cherches une carrière. Tu as de la misère à trouver ta place, c'était tout un peu le concept. Puis c'était lié aussi à l'histoire du Canada, qui était comme un peu le Canada au début, le Canada à un moment donné, des communications, des trains. Fait qu'il y avait toutes ces étapes-là qui se passaient par rapport à ces dieux-là. Est-ce que c'était compris par l'auditoire? Je suis sûr que non, mais c'était un feeling poétique, c'était vraiment comme, ça mettait un mood, c'était quand même un show. Là, ça montre un peu quand même la rigueur des fois des petits... Travailler en petit, mais avec des trucs très solides, parce que dès que ça shake en petit avec la caméra, c'est catastrophique. Alors, je vais passer un peu pour aller plus vite. Donc,
donner des exemples d'autres personnages. Ça, c'est un peu le personnage un peu du tonnerre qui est un capoeiriste. C'est pas moi qui décidais les choses, mais ça me convenait. Je montre un petit extrait de ça, plus le mot de la musique originale, 2 petits extraits. L'idée du fantôme était nécessaire pour donner la force d'un dieu. Il fallait qu'il y ait une prestance. Si ça aurait été filmé en réel, puis au début, il y avait cette idée-là de filmer live, là, ça aurait été comme catastrophique. Au moins, là, tu avais le sentiment de grand nature. Donc, dans ces tournages-là qui sont comme coûteux, puis des fois, je me dis tout le temps, y a-t-il une façon qu'on pourrait prendre un petit peu de temps pour faire un autre projet, comme si sur un tournage de 5 jours, si on prend 1 ou 2 heures, on demande à l'équipe de rester pour, si j'invite une couple de monde. Fait il y a un projet qu'on a fait, c'était vraiment comme, ça c'est le teaser, fait que ça a servi pour une installation dans une galerie, mais tu sais, vraiment comme utiliser ce truc qui est très cher pour quelque chose qui ne pourrait pas se le permettre de prendre quelques heures. Puis le technicien était super content de travailler là-dessus. C'était comme juste relax, le fun. Juste un petit peu. Puis aussi, entre des projets, des fois, comme mettons, je trouve intéressant de... Tu sais, on a des gros projets, puis des fois, c'est 6 mois de temps. Puis des fois, il y a un peu de temps pour faire un petit projet qui peut durer 1 mois ou 2, puis qui n'a pas beaucoup de budget, mais ça me permet, au lieu de faire une direction de plusieurs personnes, de pas mal faire tout moi-même. Ça, c'était une approche pour un théâtre, La Licorne, un show avec Michel Monti, puis de faire c'est un texte qui me propose un texte très noir, comme vraiment d'un Irlandais, et que c'était comme vraiment... Mais en même temps, étrange, mais je monte un peu. Fait que là, c'est de faire un tournage... avec ma caméra, aller chercher des caméras, faire des steadicams, et tout faire vraiment avec lui. Je dis, Michel, si on fait ça, ce tournage-là, pour l'argent que tu me proposes, on fait tout nous-mêmes. Il faut que tu m'aides. Fait que c'est vraiment comme là, c'est de faire le montage, faire des petits trucs simples, mais c'est toujours le fun de travailler comme ça. C'était le thème de la pièce, c'était vraiment comme il y avait un être de verre, fait que c'était vraiment très bizarre et surréaliste. En même temps, c'était
pour la pièce, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir autant de visuels. Tu sais, certaines critiques, c'était comme ça, mais en même temps, on peut pas toujours réussir à bien faire les choses. Mais je passe sur le dernier projet. J'ai reçu un moment donné un email de Dominique Champagne que je connaissais pas. Je connaissais son travail. J'avais vu quand j'étais jeune son show Lola. Il avait fait Cabaret quelque chose. Je ne me rappelle pas. Cabaret Neige Noire, je pense. Puis Lola. Puis j'avais été voir. J'avais vu Love quand même des Beatles à Vegas. J'avais trouvé ça très bon. Fait que lui, il y avait Pierre-Étienne Lessard que ça fait longtemps que je n'avais pas vu, qui m'avait recommandé à lui. Puis il avait travaillé avec des compagnies, puis là, il voulait essayer d'autres choses. Puis là, il me donne une rencontre, puis il me dit, écoute, il dit, Jean, je te connais pas, tu sais, mais est-ce que ça t'intéressait? Il dit, moi, j'ai un projet, c'est l'Opéra de Montréal, et ça serait de reprendre The Wall en opéra, tu sais. Puis c'est fait à Montréal. Puis là, il m'explique que Roger Waters, dans le fond, Pink Floyd était venu à Montréal dans les années 60, je sais pas quoi, là, 76, je pense. Et il avait fait un show au Stade olympique, puis tout le monde c'était très chaotique. Puis les autres, ça faisait longtemps, ils étaient sur leur disque Animals, puis ils roulaient, puis les gens étaient comme bruyants, high ou sous, je ne sais pas quoi, mais il y avait comme une frustration au Roger Waters qui chantait. Et il y avait une personne qui criait plus que l'autre, puis il l'a fait venir sur la scène par ses bouncers. Les bouncers l'ont amené, puis quand il est arrivé sur stage, il a craché au visage. Puis ça a créé pour lui un espèce de... Il s'est rendu compte qu'il était devenu quelque chose qu'il n'aimait plus, et qu'il était devenu comme une espèce de facho qui utilisait la machine du rock, puis qu'il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Puis ça a créé une dépression. Et avec cette dépression-là, il a créé l'œuvre The Wall, qui est l'histoire d'un personnage qui est un peu son autobiographie, de quelqu'un qui vit des traumas, qui a vécu des traumas, puis chaque trauma, c'est une brique. Puis pour moi, quand The Wall est sorti, c'était le disque de mon adolescence, c'était comme j'avais... Les autres disques, c'était un peu avant, puis quand The Wall est sorti, c'était le disque, moi, c'était en plein dans mon temps. Puis c'était quelque chose qui nous avait beaucoup influencé. C'était profond, c'était cinématique, il y avait comme énormément d'histoires. Puis 2 ans après ou 3 ans après, c'était le film d'Alan Parker, qui était un grand cinéaste de l'époque. Et encore là, on rembarquait dans cet univers-là. Fait que c'est quelque chose que je connaissais très bien. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est très visuellement fort, qui avait déjà une esthétique, un langage. Il y avait le langage de l'animateur Gérard Scarfé. Donc, c'était comme très riche. Donc, quand même tout un honneur de me faire offrir, de donner une version visuelle de ça. Mais il fallait que je le convainque quand même, Dominique Champagne, c'était pas gagné. Puis aussi, la raison, c'est que l'opéra, c'était pas un univers qui avait beaucoup de vidéos. Et il voulait vraiment qu'on vende le concept d'avoir beaucoup de vidéos, donc de vraiment il fallait vraiment que je crée une conception en termes de stratégie de présentation pour qu'on arrive à l'opéra et ils disent « Écoute, ça pourrait être ça, on aimerait ça faire ça, on peut avoir un budget qui pourrait permettre de faire ça, qui était beaucoup plus pour la vidéo que d'habitude. » Et donc, c'était vraiment l'équipe qu'on a retravaillé un peu avec Isabella Salas, on a rebâti notre équipe pour faire une bonne petite équipe, tu sais, comme on ne pouvait pas se permettre la grosse équipe que généralement, des fois, des shows de cette envergure-là doivent avoir. C'est quand même un budget qui est moins que le cirque habituellement, c'est quand même l'opéra, c'est pas aussi... puis il n'y a pas beaucoup de temps de répétition. C'était ça la peur aussi de Dominique Champagne, c'est qu'on avait peut-être 3 jours en salle, vidéo, scéno et tout ensemble. Donc, c'est très peu. Fait que pour lui, c'est important que le langage vidéo installe déjà quelque chose. Puis, comme il dit souvent, il dit, tu sais, on fait The Wall, on est attendu. C'est comme un monde visuel. Faut qu'on détonne là-dessus. Et c'était la première fois que je travaillais avec Stéphane Roy, qui est un scénographe qui ça fait longtemps que j'entendais parler pour des shows qu'il avait fait avec le cirque, puis plein de monde. Fait que c'était intéressant Fait que lui, ça, c'est un peu la conception de base du début, là, pour essayer de vendre une espèce d'évocation visuelle minimaliste. Là. C'est quand même un show, on ne fait pas un film, même si on a essayé de pousser le langage cinématique à son maximum. Peut-être trop pour certaines personnes, mais en même temps, il y avait des moments où il y a des moments forts de vidéo et des moments plus minimalistes. Donc, conception, on savait qu'on était pour parler de la guerre. Le premier trauma de Roger Waters, c'est son père qui est parti à la guerre quand il avait comme 7 ans, puis qui est mort dans la guerre de Hitler de 1945. Et donc, après, la mère devient hyper protectrice. Après, c'est lui qui devient rockstar. C'est les groupies, la drogue. Après, c'est tranquillement l'isolation, puis tranquillement la construction d'un mur qui l'isole du monde. Donc, c'est des thèmes très actuels quand même, parce que cette isolation-là,
qui crée la peur de l'autre, qui est tout le contraire, dans le fond, de ce que je faisais pour les constellations, qui était vraiment l'ouverture à l'autre. Là, c'est comme une réflexion sur ceux qui s'emmurent. Donc, c'est en même temps très actuel avec toute l'histoire de Trump, comment on voit. Donc, c'était avant que Trump se fasse élire, on n'y croyait pas trop, mais en même temps, on trouvait que c'était vraiment à propos, tout son mur du Mexique et tout. Fait que c'était tellement actuel. Puis en même temps, Dominique Champagne, Roger Waters, c'est deux activistes. Les deux, c'est très important pour eux, cette contestation-là. Et dans ça, il y avait une contestation politique, anticapitaliste. En même temps, c'est ironique. On est à la Place des Arbres, c'est comme un gros show, c'est tout un glidi. C'est ça la vie. Là. C'est Roger Waters, c'est son affaire aussi. T'sais. Donc, quelques images. Aussi, la difficulté de ce show-là, c'est comme si une orchestre. Et l'orchestre, c'est pas une track midi, c'est une orchestre qui peut jouer à n'importe quel tempo chaque soir. Ici, je vous montre des images des tournages. On avait des tournages extérieurs, des tournages intérieurs. Et donc, les tempos changent. Et ça veut dire qu'il fallait subdiviser chaque pièce en tellement de morceaux. Puis, c'est tous des cues que c'était dur d'expliquer à chaque personne, au programmeur, puis après à la personne qui cale les cues. Là, ici, on voit des images des tournages, un peu. Donc, un show qui avait, mettons, 20 pièces, qui durait quand même 2 heures presque. Chaque pièce était des fois subdivisée en 6, puis chaque pièce avait 3 écrans, fait que ça faisait comme des centaines de clips. Puis c'était vraiment l'idée de l'avoir au bon moment, c'était important pour Dominique d'avoir le cue à la bonne place. Fait que c'était un gros challenge. Encore là, pas la musique du show. Anecdote ici aussi, tournage dehors, très coûteux. Aussi, les tournages qui étaient censés être en bloc de 5 jours étaient subdivisés sur 3 parce qu'il y avait. On s'était fait dire que si tu veux tourner dehors, il faut que tu tournes en septembre, tu peux pas tourner en novembre, il peut y avoir de la neige, ça va être trop frais. Après ça, certains chanteurs n'étaient pas disponibles avant janvier, ça veut dire que notre soumission était vraiment mise en péril parce que diviser le tournage faisait que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu. Et donc, aussi, tout le côté syndicat avec les figurants qu'on avait, fait que il y avait un certain nombre d'heures qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait se permettre. Puis ce qui est intéressant, une anecdote pour les soldats, c'est qu'à la fin, on avait besoin des Tommy anglais, donc des blancs. Ça, c'est important parce que c'est une shot qui n'est pas dans le show, qui a pris beaucoup de temps à faire. C'était vraiment de monter la caméra. C'était Mark O'Fergal qui faisait le DOP, qui est très belles images, mais ça prenait, notre timing était prévu très tight pour faire un shoot dehors, quand c'est la nuit, on avait des explosions, on ne pouvait pas les faire après 11 heures, puis là, se prendre 1 heure pour monter la caméra, pour faire la shot qui finalement, c'est illisible, si tu verrais ça sur la projection, tu ne pourrais rien comprendre, fait que c'est comme, ça... Mais c'est intéressant quand même d'essayer les choses. Mais ça fait partie du même problème qu'on a avec les animations, des fois. Ça, je vous montre aussi une scène que je trouve ça beau parce que des fois, tu as un tournage que c'est très exigeant, puis à la fin, on a ce shot-là qu'on veut faire, mais il ne reste plus de temps. Fait que là, Marc dit, OK, ben écoute, pendant que tout le monde démonte, on va monter ce setup-là pour faire un plan, tu sais, un plan pour les manifestants, la police manifestant. Fait que d'installer tout le truc pour le traveling, le call à shot, la caméra, puis... Est-ce qu'on le voit bien dans le show? Je ne sais pas, mais je voulais le montrer au moins ce soir. Et ça fait partie du processus de création que dans la recherche... Dans la recherche des animations, c'est la même chose pour les animateurs. Il y a beaucoup d'animations qui vont travailler des heures, puis plein de tests pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait représenter, exemple, la pièce Comfortably Numb ou telle autre pièce. Et c'est toutes des recherches
qui se passe que des fois, c'est juste non, ça marche pas, non, ça marche pas. Et puis finalement, on trouve le truc. Dans ce cas-ci, Pierre Guillemette avait trouvé ici vraiment des animations qui étaient génératives d'une façon très différente. Vous allez voir, qui créaient des espèces de murs de pierre à nouveau. Mais même ça, des fois, t'as des belles animations, puis ça va, mais d'un coup, la scéno doit se placer à telle affaire, elle bouge de telle façon. Fait que des fois, t'arrives pas au résultat que t'aimerais parce que les circonstances, puis le nombre de figurants et tout change. Puis c'est juste là que ça peut aller dans cette scène-là, mais finalement, on essaie de trouver pour essayer de maximiser l'affaire. Ici, ça vous montre genre une des réunions juste avant le show, là, parce que c'était quand même assez smooth en général, mais il y avait quand même des petits moments. C'est comme n'importe quel job que tu travailles fort, c'est comme on est, c'est intense. Roger Water, première, juste pour le montrer, c'est la shot que j'ai pognée. Alors, je finis avec ça, je finis avec une petite démonstration avec la vraie musique du show et juste un petit 2 minutes, je pense, de c'est quoi le show. C'est bon.